bon midi, bon jeudi. Bien heureuse de vous avoir avec nous ce midi. Donc, pour cette première fabrique industrielle de la saison 2022-2023 pour la Chambre de commerce et d'industrie de Blainville. Donc, on est super content, le réseau, de partir cette belle saison-là avec une fabrique qui est très intéressante. Donc, on parle de pénurie de main-d'œuvre, donc faire face à la pénurie de main-d'œuvre avec la transformation numérique. Donc, bien heureuse de vous accueillir pour ça ce matin. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le réseau, le réseau, on est là surtout pour accompagner les entreprises du secteur manufacturier, industriel, de la distribution du territoire. On est là pour être à l'écoute des enjeux, justement, trouver des activités, une programmation hyper intéressante là, qui est en lien avec ça. Donc, on a une belle programmation pour la prochaine saison. Évidemment, mais ça ne se fait pas sans nos partenaires. Donc, on a la chance d'avoir des partenaires pour le réseau. On a Investissement Québec qui est avec nous, déjà d'entreprise, la MRC Thérèse de Blainville. On a également Mercure et l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on a la chance de collaborer avec ces 5 identités-là pour cette belle saison. Donc, aujourd'hui, c'est notre directrice de comité industriel, Mme Sandra Drouin, donc, qui est qui est directrice de notre comité, mais qui est vice-présidente et directrice générale de chez Facnex. Donc, Sandra, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Je vais complémenter un petit peu Alexandra sur le comité industrie qui existe depuis déjà plusieurs années. Je vais prendre que quelques secondes pour vous dire que c'est un comité qui se rencontre à quelques reprises au cours de l'année pour justement regarder des démarches pour faire rayonner le réseau industriel de notre région. Donc, je pense que c'est jamais assez fait. On a une belle équipe, puis on fait aussi des tours de table pour voir nos enjeux qu'on vit dans le quotidien. C'est toujours enrichissant de voir les meilleures pratiques que les autres font et on se donne des bons coups également. Je suis très, très heureuse de vous présenter M. Réal Chamberlain. M. Réal Chamberlain cumule plus de 38 ans d'expérience dans des positions variées en génie industriel, en méthode de fabrication et dans des postes seniors de gestion de l'ingénierie, de la recherche et développement et des opérations en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de l'Ontario, il détient un baccalauréat en ingénierie de l'Université Laval et un MBA des HEC. Alors, M. Chamberlain, je vous laisse la parole. Oh, wow, toute une introduction. Merci beaucoup, Mme Drouin. Alors, bonjour à tous qui vous joignez au midi conférence. Là, le terme exact, Alexandra, je ne suis pas sûr, là, de la fabrique. Donc, aujourd'hui, j'ai appelé le thème pénurie de main-d'œuvre, comment la transformation numérique peut vous aider. Et vous allez voir, avant de parler de transformation numérique, oui, ce ne sera pas long, je vais partager mon écran. Je me suis fait saboter ma prise de contrôle d'écran. Donc, je suis accompagné de mon collègue Valentin Delannoy. Je savais qu'il allait avoir tout un bataillon d'industrie de votre coin. Alors, je suis venu avec de l'aide et on a Olivia aussi des communications. Donc, je vais partager mon écran. Comme ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, donc pénurie de main-d'œuvre, comment le virage numérique peut vous aider. Vous allez voir le fil conducteur que je vais suivre. Ça va être beaucoup sur comment aller chercher de l'efficacité, donc en regardant certaines méthodes. Aujourd'hui, on va regarder une des méthodes que moi j'ai utilisées pendant des années pour être capable d'identifier des tâches, des activités, des processus qui ont beaucoup de non-valeur ajoutée, ce qui permet à la fin de pouvoir réduire nos besoins en main-d'œuvre. Alors, je suis avec le Centre d'expertise industrielle de Montréal. Donc, nous, on est subventionné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. On est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est pour ça que vous voyez le mot neutralité là, dans la slide, excusez du franglicisme. Donc, nous, on n'a rien à vendre. Donc, notre mission est, comme vous pouvez le voir, accroître la productivité
et la performance au travers de la transformation numérique et des projets industriels. Alors, avant de continuer, je vais simplement dire, aujourd'hui, on n'est pas un si grand groupe, là. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, levez la main. Là, je ne vous vois pas tous, là, parce que sur le Zoom, là, je vois juste une sélection. Alors, Alexandra ou Mme Drouin, vous me ferez signe si jamais on a une main levée pour pouvoir répondre. Donc, voilà. Avec le Centre d'expertise industrielle de Montréal, donc, nous, on couvre tout le territoire du Québec. Donc, en 2021, qui était notre année de démarrage, on a eu 400 entreprises qui ont participé à nos activités. Donc, on fait partie du programme de l'OTN, donc l'Offensive de transformation numérique du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, en fait, les 4 CEI, on est 4 au Québec. On souhaite accompagner 1000 entreprises. La durée moyenne des accompagnements sont de 50 à 50 heures, à 100 heures, excusez. Donc, on a une équipe ici à Montréal. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a une équipe, une belle équipe, des plus jeunes et des plus vieux, comme moi. Là. Moi, je suis le doyen, là, mais bon, ça prend un peu de tout pour faire ce genre de travail d'accompagnement. Bon, ça m'amène à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, mon agenda, là, je vous déplace là, parce que vous êtes devant mes slides. Là. Donc, aujourd'hui, on va premièrement faire la revue d'une méthode qui permet d'identifier les tâches à non-valeur ajoutée. Donc, la première étape avec ce fameux outil, le Business Model Canva. Donc, c'est un outil comme un autre. Je l'ai utilisé à différentes sauces dans le passé. Là, on l'utilise aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir avoir la copie de la présentation et pouvoir l'utiliser chez vous. Parce que, bon, la méthode que j'aime prendre, c'est de faire du 1 à 1 avec les entreprises, de sorte qu'on peut faire l'activité directement live. Mais avec le groupe aujourd'hui, je vais vous montrer les outils. Et pour les fins de la présentation aujourd'hui, j'ai pris un exemple pour lequel j'ai changé le nom, j'ai changé les chiffres pour que vous ne puissiez pas les reconnaître, mais pour vous donner une idée comment on a rempli les différents outils pour nous amener au point 2, qui sont les activités à valeur ajoutée. Donc, on a un outil, c'est un des outils, peut-être que vous le connaissez, vous avez peut-être déjà utilisé ce genre d'outil. Et donc, on utilise cet outil pour trouver nos top 3. Et après ça, on évalue les gains potentiels à partir de l'identification des activités à non-valeur ajoutée. On va regarder les stratégies d'amélioration et ensuite la conclusion. Ça vous va? Bon, on va faire un petit sondage instant en utilisant le chat. Alors, Valentin, tu vas vérifier pour moi dans le chat, vu que je ne le vois pas bien en étant full screen. Donc, la première question, c'est combien d'entre vous ont des postes ouverts? Alors, ceux qui veulent jouer le jeu, alors vous mettez A ou B ou C pour voir qu'est-ce qu'on a comme... OK. Alors, ça se remplit un peu. Pour l'instant, beaucoup d'entre vous, je dirais, à la volée, 70-80% sont entre 0 et 5. Oui. Alors, on en a quelques-uns qui sont entre 5 et 10 et on en a 2 qui sont plus que 10. Mettons à 80% entre 0 et 5. Excellent. Merci. Et donc, la prochaine question, c'est dans quel secteur? Alors, je les ai divisés comme ça, là. Faites de votre mieux. Donc, production, administratif, support, genre ressources humaines, réception, shipping ou autre. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, je vois, Valentin, j'ai trouvé la façon de voir mon chat avec mon full écran. Là. OK, d'accord. Je vois des AB, ABD. Ouais. Beaucoup de production, administration, Valentin, je me trompe? Oui, beaucoup de production, administration, des réceptions shipping aussi, quand même pas mal.
Ça reste une majorité en production. Excellent. Donc, parfait. Donc, il y a beaucoup de postes ouverts en production. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous allez voir les exemples que j'ai pris peuvent s'appliquer, bien sûr, du côté administratif, mais l'exemple que j'ai pris va s'appliquer surtout en production. Very good. Merci à tous. Alors, voilà. La première partie de cette méthode pour identifier nos tâches à non-valeur ajoutée, c'est d'aller voir l'ADN de l'entreprise en utilisant cet outil. Vous le voyez à droite, là, il s'appelle le Business Model Canva. Donc, je l'ajouterai lorsque j'enverrai la présentation. Alexandra, donc ils pourront l'avoir. Dans l'outil, il y a toutes les questions, il y a des suggestions de réponses. Donc, je vais focuser sur cette partie du centre, donc ce qu'on appelle en anglais la value proposition ou votre proposition de valeur. Dans le fond, il faut répondre à la question « Quelle valeur ajoutée unique offrons-nous aux clients? » Alors, pour moi, c'est une question importante. Vous allez voir, ça va revenir beaucoup quand on va regarder les tâches à valeur ajoutée, tâches à non-valeur ajoutée. On revient beaucoup, beaucoup aux clients. Pour moi, la partie client est très… On n'y touchera pas aujourd'hui, c'est la partie à droite, si vous voulez, du Business Model Canva. Mais dans votre proposition de valeur, bien sûr, il faut chercher à être aligné avec les besoins du client ou les besoins ou les pain points du client. Au niveau des activités, ce qui est appelé dans le Canva Key Activities, donc, quelles sont nos activités clés, nos propositions de valeur requièrent-elles, et au niveau des Key Resources, les ressources, quelles sont les ressources clés, nos propositions requièrent-elles? Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait un exercice comme ça dans le cadre d'un plan stratégique ou dans le cadre d'un alignement avec des besoins clients. Je le recommande. C'est très bon. Ça permet de faire focuser l'équipe sur les points importants. Alors, pour les fins de la présentation aujourd'hui, j'ai fait un exercice comme ça. Donc, on a fait l'exercice, nous, avec différentes entreprises. Donc, j'en ai pris une au hasard. J'ai changé le nom, comme je vous disais tout à l'heure. Alors ici, l'entreprise ABC, je vais commencer par la partie du centre. Donc, sa proposition de valeur, dans leur cas, c'est une solution complète de boîtier électrique. Leur solution unique, c'est la proximité régionale des clients, rapidité et flexibilité, et livraison à temps. Donc, je suis sûr que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître dans des éléments très spécifiques et uniques pour la PME québécoise. Dans les activités clés de cette entreprise, parce que là, ça me permet de vous donner un peu un exemple. Donc, la fabrication, donc eux autres, ils ont une ligne de fabrication. Ils font, je l'ai mis entre guillemets, là, ils font du build to print. Donc, ils reçoivent de leurs clients un plan avec lequel ils s'exécutent. Ils font l'approvisionnement, l'assemblage, les tests. Et comme je suis sûr, beaucoup d'entre vous, ils font du high mix, low volume. Donc, ce sont des changements fréquents avec des petits lots de fabrication. Et donc, quand on est tombé dans la discussion des ressources clés, alors on est tombé tout de suite sur cette problématique de pénurie de main-d'œuvre. Donc, dans leur cas, ils m'ont dit tout de suite, le pain point, c'est la disponibilité de main-d'œuvre en assemblage. Dans leur cas, il était -9 à -12 ressources en assemblage. Donc, ça nous donne un cadre. Alors, moi, je peux vous recommander de le faire. Si vous ne l'avez pas fait, c'est un exercice qui est important. Vous allez comprendre avec la suite de la méthode d'identification des tâches à non-valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de main levée, Valentin ou Alexandra? Semble pas. Non, vous pouvez continuer. On continue? Donc, ici, vos activités à valeur ajoutée. Donc, vous ne serez pas surpris. Donc, j'ai pris un document ici du Conseil du patronat. Il y avait, vous le voyez en bas à droite, ça s'appelle « 10 solutions incontournables à la pénurie de main-d'œuvre ». Le premier élément qui est soulevé dans ce document du Conseil du patronat, vous l'avez en jaune, surligné en jaune, les entreprises québécoises doivent investir massivement dans les nouvelles technologies, l'automatisation, robotisation, afin de se hisser dans le peloton de tête du palmarès des États où la productivité est la plus élevée. Donc, oui, je l'ai mis parce que je crois que c'est un thème intéressant, mais vous allez voir que l'exercice qu'on va faire, ça doit se faire en amont ou avant
de penser à introduire des technologies ou des équipements trop automatisés. Donc, vous voyez les problématiques rencontrées. Encore une fois, plusieurs d'entre vous vont se reconnaître: délai de livraison, ralentissement de la croissance, manque de capacité de production, temps de réaction trop lent envers le client. Alors, rareté de main-d'œuvre, ici, j'amène un peu le concept de tâches ou activités à non-valeur ajoutée. Donc, je dis ici, c'est basé sur des études. J'ai travaillé la présentation avec mon collègue Michel Rioux, qui est prof à l'ETS, donc on s'est servi de plusieurs de ses papiers publiés sur le sujet. Donc, 60% des activités d'une organisation ne contribuent pas directement à ajouter de la valeur au client. Ça ne veut pas dire qu'on peut amener le chiffre à zéro, mais je pense que les entreprises doivent se rendre compte du montant, de la quantité d'activités et de tâches que ça représente. Donc, la valeur ajoutée, c'est une ou des activités qui contribuent à satisfaire les besoins d'un client. C'est votre raison d'être. Donc, la vraie question qu'on se pose toujours, en tout cas que moi, je me pose toujours, un client serait-il prêt à payer pour cette activité-là? Donc, vos clients, ils achètent des produits, des services, ils achètent une proposition unique de votre part, mais vous avez à l'intérieur de votre organisation toutes sortes de tâches. Alors, il faut toujours se demander, bon, mon client, est-ce qu'il va être prêt à payer pour cette activité-là? Et on a fait un petit exemple dans cette page. Il est un peu extrême, mais ça vous montre aussi où on s'en va et comment toutes ces petites contributions peuvent finalement s'ajouter pour faire beaucoup. Et à chaque fois que j'ai fait l'exercice, que ce soit dans ma propre organisation ou avec d'autres organisations, on arrive toujours avec des chiffres qui sont très surprenants. Donc ici, on applique 30% de temps à non-valeur ajoutée, ce qui représente une perte de 24 heures. À la fin, on parle de 3 employés ou 5 850 heures. On appelle perdu. Je vais revenir avec ce terme, hein, c'est le terme de gaspillage au niveau de la technique qu'on va parler aujourd'hui. Réal, on a une question de Jean-François Breton. C'est quoi le pourcentage, disons, dans les meilleures pratiques, les entreprises qui s'en sortent un peu mieux au niveau de non-valeur ajoutée? Oui, ça, c'est intéressant. En fait, c'est une très bonne question. 60%, c'est comme, on va dire, le pire cas, parce qu'il y a aussi des activités à valeur non ajoutée qui sont incompressibles. On va tomber sur un certain nombre de tâches qu'on ne pourra pas, à la fin, compresser complètement, mais les meilleurs sont autour de 20 à 25%. Ça, c'est des chiffres que j'ai vus avec les plus récentes publications. Donc, qu'est-ce que c'est une tâche? Est-ce que ça répond à la question? Sinon, posez-en une autre, il n'y a pas de problème. Oui, merci, super. Merci beaucoup, très clair. Oui, OK, ça marche, pas de problème. Donc, c'est quoi une tâche à valeur ajoutée et une tâche à non-valeur ajoutée? Donc, une tâche à valeur ajoutée, comme je disais tout à l'heure, c'est une tâche qui est directement liée à votre proposition de valeur unique. Donc, préparer une soumission, concevoir le produit, fabriquer, transformer la matière première, l'assemblage, le soutien technique. Ça, le client est prêt à payer pour. Chercher à gauche et à droite, attendre, recommencer, se déplacer, repositionner, recevoir des informations incomplètes. Donc, vous voyez un peu le portrait. Ça, ce ne sont pas des tâches ou une valeur que le client n'est pas prêt à payer pour, bien entendu. Mais on pourrait être très surpris d'en trouver beaucoup partout dans les organisations. Donc, il y a aussi l'effet domino qu'il ne faut pas oublier que, ici, je donne un exemple parce que je le vois beaucoup, là, une erreur d'entrée de données qui cause une perte de temps à la comptabilité qui doit corriger l'erreur, renvoyer à l'émetteur. Donc, vous voyez aussi, il y a aussi cet effet domino qui vient augmenter cette problématique de tâches à valeur non ajoutée. Donc, aujourd'hui, la méthode, c'est une méthode Lean. Donc, ça, c'est franchement rien de nouveau. C'est un truc qui nous vient des années 80, mais pour moi, c'est encore quelque chose
qui marche bien, qui est bien structurée. C'est une méthode qui a été éprouvée dans le temps et c'est pour ça que nous, on propose de commencer à identifier les endroits où on peut travailler avant de choisir les technologies, et commencer à regarder où sont les endroits où on peut aller chercher de la capacité, ou moi je l'appelle, vous le voyez dans le titre, la capacité cachée. Alors, combien j'ai eu d'entreprises qui m'ont dit « Réal, on n'a plus la capacité ». Ben oui, elle est là. C'est parce qu'on ne l'utilise pas. Donc, aujourd'hui, on va être à droite dans la partie en vert du cercle qui s'appelle l'élimination du gaspillage. Donc, c'est une des techniques, il y en a beaucoup. Vous en voyez là-dedans, là, vous allez pouvoir le lire lorsque j'enverrai la présentation, mais dans le livre, il y a tout un tas de méthodes qui permettent d'attaquer de façon très structurée, très systématique, tous les endroits où on a des tâches à non-valeur ajoutée. Donc, vous avez le gaspillage, les économies de gamme et l'amélioration du temps de réponse. Donc, aujourd'hui, on va en prendre une qu'on va regarder ensemble. Alors, sur la page suivante, je vous promène un peu à gauche, à droite dans ma page, là. Alors, ici, c'est l'élimination du gaspillage. Donc, la méthode Lean identifie 8 thèmes sur lesquels on peut adresser et travailler. Donc, c'est très concret. Vous allez voir la méthode d'aujourd'hui. Vous voyez les thèmes à gauche. Donc, sur cette page, il y a la non-qualité, la surproduction, les temps d'attente et le transport. Donc, il y a des exemples du côté administratif et des exemples du côté manufacturier. Donc, bon, la non-qualité, ça, c'est le classique. C'est notre exemple classique. Bon, vous l'avez en exemple administratif tel que j'ai parlé tout à l'heure, des entrées de données avec des erreurs. Du côté manufacturier, vous l'avez tous chez vous. Donc, tous les rebuts qu'on produit et tout le rework, donc les réparations, retravailler une pièce. Alors, tous ces éléments-là, c'est considéré comme du gaspillage. Parce que c'est une tâche à non-valeur ajoutée que le client ne sera pas prêt à payer pour. Donc, ça, c'est non-qualité. Donc, c'est le classique, mais il y en a d'autres. Donc, la surproduction, donc, par exemple, les rapports non utilisés, ou du côté manufacturier, des lots qui sont trop grands, qui créent du stock. Le troisième thème, vous allez voir à la fin, je vais reprendre mon exemple avec l'entreprise fictive où, mais c'est un vrai exemple que j'ai travaillé avec l'entreprise. Les temps d'attente. Alors ça, c'est quand même Par exemple, je vais prendre les attentes d'approbation du côté exemple administratif. Les gens vont dire, oui, mais ça ne crée pas de problème. Les gens font autre chose. Les gens font autre chose, mais la commande du client ou la commande aux achats qui attend d'approbation, c'est votre temps de livraison qui est affecté. Alors, j'ai eu des exemples là, en douzaine qu'une attente de temps d'approbation nous faisait perdre 2 jours pour que la commande client puisse aller en production. Mais ce 2 jours-là, il est perdu. C'est du gaspillage. Alors, la même chose du côté manufacturier, attente pour des pièces, attente pour des outils. Alors, j'ai plein d'exemples où on partage des outils. Alors, quelqu'un va attendre pour un outil, mais la même chose, ce n'est pas nécessairement du temps masqué, ça va être aussi une pure perte en gaspillage. Au niveau du transport, qui est le quatrième thème ici du côté des éliminations de gaspillage, alors, tout ce qui est transport de documents, du côté manufacturier, bon, alors là, il y en a plein. Déplacer des pièces entre les stations de travail, bien sûr, on va dire, ah oui, mais c'est nécessaire. Oui, mais est-ce que c'est nécessaire d'en faire autant? Alors, l'objectif de cette technique est d'aller, bien sûr, l'objectif ultime, c'est d'éliminer, mais en premier lieu, on peut commencer par réduire. Hein? Déplacer des produits semi-finis pour fin d'inventaire, tout en bas à droite, ça, c'en est une autre chose. Donc, beaucoup d'entreprises vont prendre des produits semi-finis, on les déplace dans l'usine, on les rentre en inventaire, il faut les ressortir de l'inventaire, les ramener. Donc, il y a beaucoup de pertes de temps et de non-valeur ajoutée dans ce genre de tâches. Ça, c'est le premier tableau. Alors, l'exercice, bien sûr, lorsqu'on le fait,
avec l'entreprise, ou vous pouvez le faire à l'interne chez vous, c'est d'identifier les top 3. On essaie de commencer par ceux avec l'équipe sous forme de brainstorming où les gens voient le plus de pertes à court terme. Je continue donc sur la deuxième page, donc les 4 autres thèmes en termes de non-valeur ajoutée, les inventaires. Alors, moi, j'ai été élevé dans mon industrie, l'inventaire, c'est du cash, alors le moins possible. Eh bien oui, l'inventaire, c'est de la production, c'est du surplus de production sur le plancher, c'est un achat excessif de fournitures. Je continue, mouvement, tous les mouvements supplémentaires qui ne sont pas requis, les opérations en extra. Donc, j'ai beaucoup d'exemples dans les machines trop complexes, par exemple, du côté manufacturier, où on a des équipements qui demandent une tonne d'étapes de vérification qui sont inutiles. Et le dernier, que vous allez certainement reconnaître, des talents sous-utilisés. Alors, il y a des exemples à profusion de talents sous-utilisés. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les 8 thèmes de gaspillage. Donc, l'exercice avec vos équipes, c'est d'identifier les éléments là-dedans qui sont vos top 3 et ensuite de faire l'exercice de les chiffrer. Parce qu'il faut aller plus loin et c'est en les chiffrant que vous allez pouvoir comprendre, ce qui m'amène à cette page ici. Donc, avec mon entreprise fictive, dont l'exemple ici, c'est 3 exemples du côté manufacturier. Alors, c'est un vrai exemple. C'est une entreprise de 100 employés. Alors, au niveau du rework, dans leur cas, en fait, ils ont 5 employés qui font à peu près 25 de leur temps en réparation rework, ce qui représente 10 heures par jour. Donc, ça représente 1,25 employés. Et les causes qu'on avait identifiées avec eux, le workmanship, plusieurs aspects humains, donc là-dedans, il y a de l'absentéisme, un manque d'attention aux détails, un manque de formation. Et là, il y a des trucs un petit peu plus spécifiques. Donc, le fil était mal identifié, donc ça demandait de reprendre les fils et des sertissages incorrects. Donc, ça, c'est des trucs plus spécifiques, mais vous allez trouver des choses dans votre propre usine du même gabarit. Alors, dans leur cas, tout ça, ça représente plus d'un employé qui fait ça à temps plein, tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut réduire ça à 0? Peut-être pas, mais on peut certainement réduire ça de façon substantielle. Donc, le deuxième élément ici, c'était tous les mouvements inutiles. Alors, dans leur cas, il y avait une grande problématique, eux autres, parce qu'ils font beaucoup de setup. Donc, ils ont 2 à 3 setups par jour sur 5 postes de coupe, ce qui les force à faire 15 setups tous les jours. En plus, ils ont des postes de sertissage qui demandent 40 fois 5 minutes de setup. Alors, vous pouvez dire, ah oui, mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Non, peut-être pas. Mais est-ce qu'il y a des temps de mise en course qui sont, premièrement, trop fréquents, trop longs? Et donc là, on avait commencé à regarder avec eux. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait de la perte de temps dans les temps de setup parce qu'il y a des postes qui utilisaient le même outil. Donc, il y avait du temps d'attente que l'outil devienne disponible. On avait des problématiques d'aménagement d'usine. Donc là, il fallait déplacer les gens d'un endroit à un autre. Et au niveau du planning de production, eh bien, en travaillant avec eux, on s'est rendu compte que le planning de production créait un certain nombre de mises en course qui étaient inutiles. En retravaillant le planning de production, on pouvait réduire le nombre de mises en course. Et donc ici, la dernière catégorie dans l'exemple, transport de produits semi-finis. Alors là, vous avez l'exemple tel que moi je l'ai noté, là. Alors, on avait des gens, on avait 3 fois 3 employés, 10 minutes, plus 20 fois 3 employés, 5 à 10 minutes, 390 minutes par jour, parce qu'on transporte des produits semi-finis d'un endroit A à un endroit B dans l'usine, d'un endroit A à l'inventaire. Donc,
ce qu'on a fait dans leur cas, on a changé partiellement la séquence d'assemblage et on a réduit ça de moitié. Alors, ce que je veux dire par cet exemple, j'attire votre attention, en fait, je vous sensibilise à ce genre de choses parce que les gens, après ma barre, la première réaction des gens, oui, mais c'est normal. C'est normal, dans notre industrie, ce n'est pas pareil comme celle des autres. Nous, on a plus de réparations, nous, on a plus de rebuts. Mais je pense que plus on regarde, plus on trouve des façons qui nous permettent de réduire ces différentes pertes et tâches à non-valeur ajoutée. J'ai des questions, des commentaires. Pas de questions. Je rajouterais, Réal, pour compléter, c'est souvent aussi des quick wins. On a souvent en tête des gros projets de transformation, de changement, d'amélioration qui prennent du temps, qui demandent des ressources, parce qu'on sait qu'il y a des gros gains à la clé. Mais par contre, il y a des petits projets, des quick wins qu'on ne s'attaque pas, parce qu'on ne les pense pas assez importants pour faire des gains considérables. Puis finalement, en fait, ces petits projets-là accumulés font gagner autant parfois que des gros projets qui prennent beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à s'attaquer à ces petits gains qui sont vraiment subséquents à la fin, à tout accumuler. Ah, tout à fait, Valentin, c'est un bon point. D'ailleurs, à l'intérieur de 48 heures, on a réduit de 2 personnes le besoin de main-d'œuvre. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple, mais en fait, c'est une méthode que je vous propose. C'est une méthode que vous pouvez facilement faire avec vos équipes, vos gens de production, vos gens de méthode, vos gens, même du côté administratif, c'est la même chose. On peut faire un exercice comme ça et vous allez être très surpris de voir les économies qui peuvent être générées par cette technique. Ça m'amène aux stratégies d'amélioration. Donc, vous l'avez ici à droite. Nos stratégies d'amélioration avant d'aller dans des transformations numériques. Donc, le premier point, vous l'avez à gauche, élimination des gaspillages par la méthode Lean. Donc, on vient de faire en quelques minutes, en 15-20 minutes, j'essaie de vous scanner rapidement la technique. Il y a aussi d'autres outils qu'on utilise, les théories des contraintes avec les goulots. Ça, c'est des problématiques qu'on observe beaucoup dans les entreprises. Il y a des goulots qui se présentent. Ça peut être tant administratif qu'au niveau de la production. Bien sûr, vous l'avez au troisième point, tout ce qui est transformation numérique, utilisation des techniques du 4.0. Alors, quand l'entreprise est assez mature et prête, donc, on peut accompagner les entreprises dans une transformation numérique. Vous avez ici à droite un exemple des technologies du 4.0. Moi, je suis très prudent avec ça. Ce sont des technologies qui sont super. Ils peuvent aider, mais il faut que l'entreprise soit prête, soit assez mature pour implanter ce genre de technologies qui peuvent, pour une entreprise qui est prête et qui est mature, qui peuvent définitivement aider au niveau des gains de capacité, des gains de productivité pour l'entreprise. Et bien sûr, tous les aspects d'automatisation qui peuvent se mettre en place suite à ça. Oups. Bon, par où commencer? Donc, nous, avec le CEI MTL, c'est le Centre d'expertise industrielle, donc c'est notre équipe. Mais vous savez, il y a beaucoup d'entreprises dans le privé, il y a beaucoup de gens qui offrent des services équivalents. Donc, moi, je ne suis pas ici pour vendre quoi que ce soit, mais on offre, il y a des techniques qui nous permettent de vous aider. Donc, ici, par exemple, je parle du plan d'action numérique, mais en amont, comme j'ai pris un bon 20 minutes à vous expliquer, il y a différentes méthodes Lean, des méthodes d'analyse de contraintes, plutôt génie industriel, qui permettent d'asseoir les bases solides pour l'entreprise. Après, on peut travailler avec l'entreprise un plan d'action numérique où on peut faire évoluer l'entreprise avec les différentes technologies qui sont disponibles en fonction où vous en êtes avec votre transformation numérique, où vous en êtes dans vos outils numériques, où vous en êtes dans l'intégration des systèmes et dans l'utilisation de ce genre de technologie. Donc, nous, au CEI, on a une offre complète. Vous savez, on a
différents types d'offres en fonction, vous l'avez à gauche ici. J'ai fait un audit, j'ai un projet concret, je suis à la recherche de solutions d'amélioration. Donc, je souhaite changer mon ERP. Donc, on a pris des phrases qu'on entendait beaucoup de différentes PME comme vous, et puis on a développé des services qui nous permettent de travailler avec les différentes entreprises pour vous aider, vous accompagner. Voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais faire stop share pour que je puisse vous voir, là. Voilà ce que j'avais à vous présenter. 12h36, Alexandra, est-ce que c'est bon? C'est parfait. Donc, on va pouvoir, si vous avez des questions, s'il y a des commentaires ou quoi que ce soit, là, la parole est à vous. Monsieur Chamalin va être là pour y répondre, ou entre collègues, là, si vous avez aussi des éléments à vous partager. Donc, c'est le moment. Soyez pas gênés. Si vous êtes gênés, envoyez dans le chat. Vous pouvez poser vos questions discrètement, puis on les posera pour vous. Mais je ne pense pas qu'on a de gens gênés avec nous aujourd'hui. J'engagerai peut-être une question que je vous ouvre là, c'est est-ce qu'au moins vous avez les ressources en interne, vous pensez avoir les ressources pour être en mesure de faire le premier diagnostic que Réal présentait, de prendre un chronomètre, d'aller dans votre ligne et puis de mesurer. Est-ce que ça, c'est déjà des choses dont vous avez la capacité de le faire? Moi, je peux répondre, je peux commencer. J'ai manqué la dernière partie, là, je suis au téléphone, là, mais juste répondre à cette question-là. Malgré qu'on a les ressources en interne physiques, où on n'a peut-être pas les ressources de connaissance de comment s'y prendre. Ça semble très clair dans votre tête, il y a une petite case là, vous faites ça, vous sauvez ça 5 minutes. Nous autres, dans notre quotidien, on ne le voit même pas. Là. Donc, comment tu peux faire pour régler quelque chose que tu ne vois pas, c'est invisible pour nous? Donc, avec des yeux externes, je pense que c'est toujours la meilleure solution. Là. Ben, effectivement, M. Perron, là, les yeux externes, c'est une approche, mais ça peut être, Valentin a raison, des ressources en interne qui sont dédiées parce que une des façons, donc, vous savez, je présentais les tableaux avec les différents éléments de gaspillage. Une des façons, par exemple en usine, donc Valentin en a nommé une, en génie industriel, ça a été mon premier job, ça, en 1983. J'avais mon chronomètre et j'étais sur la ligne de montage de la General Motors. Mais au niveau administratif, alors j'ai fait des activités avec des professionnels où les gens peuvent noter. Alors, on avait, malheureusement, c'est une terminologie anglaise, ça s'appelait A Day in the Life, donc une journée dans la vie. On demandait aux gens de noter ce qu'ils font. C'était hallucinant, les trucs qu'on a vus. Nous, on pensait toujours, moi, j'étais un ancien vice-président chez Bombardier, donc on assume que les gens font A ou B ou C. Alors, quand on a fait remplir ces questionnaires, c'était hallucinant, les choses qu'on a trouvées, qu'on a vues et qu'on a pu, après ça, travailler avec les équipes, incluant les professionnels. Alors, il y a des techniques. Donc, M. Perron, oui, ça peut être effectivement des gens externes. Il y a plein d'entreprises dans le Grand Montréal qui peuvent offrir des services, par exemple en usine, un 5 minutes ici, un 10 minutes là. Mais souvent, c'est plus que ça. Hein? Moi, je vois dans les places, les temps de setup sont à 2h30. Là, et les gens, la première réaction de son directeur de production, « Ah, c'est normal, on a tout regardé, tout est bon. » Oui, mais je pense que ça vaut la peine une deuxième vue. L'idée, là, c'est pas de faire courir les gens, mais au contraire, il n'y a aucune course, il n'y a pas, c'est pas l'idée, parce que souvent les gens ont l'idée, ah oui, mais là, nos gens vont devoir aller plus vite. Non, il n'y a rien de plus vite. Vous pourriez être très surpris des choses qu'on peut trouver juste en faisant une séquence différente, en faisant des activités en temps masqué, en faisant de la préparation avec différents outils logiciels. Qu'est-ce qu'on peut faire comme économie dans n'importe quel de vos usines? Et je dirais un bon autre outil à mettre en place, il y a toujours dans l'année des périodes un peu plus creuses, c'est de mettre en place des petits chantiers qu'on appelle des chantiers Kaizen, où vous allez identifier une zone de travail, vous savez, qui est goulot ou qui est problématique, sans trop savoir quel est le problème. Rassembler une équipe multimétier, des gens de plancher, des gens des bureaux, des équipes complètement diverses. Mettez quelqu'un en ressources humaines, mettez quelqu'un un soudeur, un assembleur, quelqu'un au shipping, et faites-les passer 1 heure à analyser le processus, à observer, à prendre des notes.
faites un breakdown de tout ce que vous avez noté. Vous allez déjà identifier beaucoup d'opportunités qui peuvent se transformer en projet. Ça, c'est une bonne pratique qui est saine. Ça intègre les gens aussi à se mettre à la place de leurs collègues et c'est assez relativement simple à faire. Moi, je voudrais juste partager, je suis d'accord avec Michel, on a des gens, oui, mais on est submergé dans notre quotidien. C'est difficile souvent de demander plus à nos gens. En ce qui concerne la mise à jour des tâches, on le fait au niveau administratif à peu près une fois l'an pour une bonne partie des postes où on demande aux gens de remettre leurs tâches quotidiennes à jour sur une semaine, 2 semaines, question de voir comment réorganiser certaines tâches puis essayer d'automatiser des processus. Ma collègue qui est là, Marie-Ève, avec son équipe, ils ont commencé l'implantation des 5S dans l'usine, mais on est comme affligé par un paquet de congés de maternité. Chez nous, on fait de la population pour nos futurs employés. C'est bien fun, mais on commence un projet, on est freiné un peu ou on est ralenti parce que, bon, là, on a du remplacement à faire. Puis, à quelque part, ça devient notre quotidien pareil de gérer tout ça. Il y en a toujours des absences ou il y a toujours un minimum de rotation. On essaie de mettre les gens à la bonne chaise, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, tu sais, il y a quand même, il n'y a pas de stabilité des gens qui sont, on a des vieux employés, là, mais tu sais, il y a quand même plus de rotation. Les gens, ça ne fait pas tous 25 ans qui sont là, implantés dans leur travail, puis prêts à peut-être voir autre chose. Quand c'est en mouvement, ça devient un petit peu plus difficile dans le tourbillon de prendre du temps pour analyser tout ce qu'on fait. Je pense qu'il faut prendre une petite bouchée à la fois, là, parce que les grosses bouchées, ça devient indigeste. Là. C'est démobilisant aussi quand on a connu des années, nos 2-3 dernières années, c'est pas arrière, où on a mis beaucoup de nouvelles machineries chez nous. On vient de terminer un agrandissement de bâtisse aussi. C'est le fun de ces projets-là, mais ça tire de l'énergie sur toutes les ressources. Puis à un moment donné, ça devient démotivant parce qu'on n'a pas l'impression de finir ce qu'on a commencé. Tout ça mis ensemble, je trouve que c'est un super beau projet, mais prendre le temps, j'ai de la misère à voir dans le calendrier comment on va faire ça. Mais j'aimerais ça le faire. Arrêter l'horloge ou le calendrier pendant un certain temps et dire, ben, let's go, on s'y met. J'aimerais vraiment ça faire l'exercice. Il faut juste être créatif, je pense, puis se trouver une façon intelligente. C'est clair que ces projets-là, qui peuvent être un peu temporaires aussi, c'est des projets qui sont très stimulants, très intéressants pour des stagiaires en génie industriel, par exemple, qui peuvent prendre ce mandat-là d'apprendre votre business, d'apprendre les processus et en même temps les challenger. C'est une bonne approche aussi qui demande, ça prend du temps aussi, un stagiaire, il faut l'accompagner, il faut être avec lui, mais effectivement, parfois des stagiaires en groupe sont aussi plus efficaces. Il y a beaucoup de projets aussi de fin d'études qui peuvent se faire sans être sur une base de stage, qui là peuvent avoir un peu plus de liberté, moins de support et peuvent vous fournir un livrable qui est déjà un point d'entrée vers l'amélioration. Alors nous, si je peux partager, c'est exactement ce qu'on a fait à travers un stagiaire. La problématique, c'est une fois que c'est fait, tu fais quoi avec cette information, puis qui s'en occupe? Parce que le travail vraiment de chronomètre, comme tu expliquais, Réal, on l'a fait vraiment, le gars était là, l'étudiant était là, il chronométrait tout a été reporté, on a tous ces rapports. Qui prend en main, qui va de l'avant avec ça, ça pose un autre problème. J'ai une autre petite question. Est-ce que vous connaissez, Réal ou Valentin, vous connaissez le programme repère numérique de la Caisse de dépôt et placement? Non. Okay. C'est un programme en transformation numérique, justement, qui touche un petit peu quelques-uns des points que vous avez mentionnés aujourd'hui. On vient d'embarquer là-dedans. Donc, si vous m'aviez répondu oui, j'aurais demandé votre opinion là-dessus. Okay. Ce que vous en pensez. Mais l'objectif, c'est justement d'amener les entreprises à se transformer une étape à la fois. C'est un accompagnement sur 1 an. Qui est évidemment, c'est comme le nom l'indique, là, c'est l'idée par la Caisse de dépôt avec plusieurs intervenants externes. Puis, ils sont supposés nous amener vers une étape où on est capable justement de couvrir tous ces points-là à l'interne avec des ressources internes et ou externes. Très bien. Bon. OK, on va regarder ça. Parfait. Merci, Patrick.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des commentaires? J'ai vu que Audrey a envoyé quelque chose. C'est le Programme ça- de- Elle ça- a envoyé c'est ça. le lien pour le Oui. repère numérique dont tu parles, Patrick. Oui, exact. Merci. Super. Parfait. Donc, si on n'a pas d'autres questions, mais je vais vous laisser peut-être aller prendre le temps de manger une petite bouchée avant de continuer la journée. Donc, je prends le temps de remercier M. Chamberlain du Centre d'expertise industrielle de Montréal. Merci beaucoup pour la présentation. Vous êtes accessible si les gens ont besoin, donc vous êtes là pour ça. Donc, merci aussi à Sandra d'avoir ouvert la discussion ce matin avec nous. Merci à vous, merci à nos partenaires. J'ai vu qu'on avait Mme Paris d'Investissement Québec avec nous. On a également Mercure, Desjardins Entreprises, l'Assemblée nationale et la MRC Thérèse de Blainville. J'en profite là, pour vous rappeler qu'on a d'autres belles activités avec le réseau industriel. Notre prochaine fabrique aura lieu encore une fois, donc c'est sur l'heure du midi, de midi à 13h. On passe 1 heure ensemble. La prochaine, c'est le 3 novembre prochain. On parle d'attraction et de rétention de talent, donc une réalité qui défie tous les pronostics. On a avec nous Cathy Langlais de Raymond Chabot Grant Thornton qui va être avec nous. Donc, si c'est quelque chose pour vous, sinon vous pouvez le partager également à votre équipe RH également. Ça peut être pertinent pour l'organisation. On a également notre première visite de l'année, donc c'est le 23 novembre prochain. On s'en va chez Bauer Hockey, donc de 4 à 6. Une visite qui va être fort intéressante. Donc, M. Bourgeois, qui est le président, va nous parler de ça, toute l'innovation qu'ils ont mis en place chez Bauer. Donc, on va visiter leurs installations. Donc, je vous invite. C'est gratuit, les activités du réseau. Donc, parlez-en. On est là justement pour se rassembler, pour échanger, pour se mobiliser en tant que secteur. Donc, je vous invite à faire ce partage-là. Donc, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois, M. Chamberlain. Puis, je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci Merci, beaucoup. merci à tous. Au Bonne revoir. journée. Merci. Bonne journée.